Invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux. Je suis heureux de savoir que vous êtes nombreux à attendre encore cette nouvelle édition. Et pour cette édition, j'ai le plaisir de recevoir un habitué de ces plateaux, c'est l'ambassadeur Tossim Pano. Bonjour ambassadeur, Bonjour Alfred, comment vous allez? je me porte bien, merci. C'est un plaisir de vous revoir après plusieurs mois. Je sais que vous étiez plus dans la campagne électorale, ça s'était bien passé quand même. La campagne électorale s'est bien passée puisque notre candidat à la tête du pays a été réélu. Et c'était un cycle électoral qui, malgré bien des défis, a quand même pu apporter des résultats probants. Parce que nous avons une majorité qui est au pouvoir et qui va soutenir l'action du chef de l'État au cours des 5 prochaines années. Vous étiez aussi candidat et comment ça s'est passé quand même? Moi, j'étais candidat au niveau des élections provinciales. Le regroupement dans lequel j'étais n'a pas atteint le seuil, malheureusement. C'est la loi électorale qui est faite comme elle est, et donc il faut se conformer. Ah, super. Bon, je pense que cela ne vous décourage pas de pouvoir s'y lancer lors des prochaines occasions. Hein. Oui, nous verrons. Si l'opportunité s'offre à nous, on verra. Je pense que aller dans ces joutes électorales exige beaucoup de sacrifices. Au niveau personnel, c'est des ressources qu'il faut mobiliser. Au niveau du temps, de l'énergie, c'est ça un sacerdoce. Hein. Il faut y aller lorsque on sent que la vocation de servir est vraiment là et non pas simple opportunisme. Ah, ça c'est vrai. Donc si je comprends bien, l'ambassadeur se lance dans la politique parce qu'il faut se positionner du bon côté de l'histoire. On dit que la politique, lorsque vous vous en occupez pas, elle s'occupe de vous. Ouais. Donc soit vous pouvez être en marge et simplement subir, soit vous pouvez tenter de vous impliquer, un temps soit peu, à différents niveaux, pour essayer d'avoir votre impact, de donner un tout petit peu de votre impulsion, de vos idées, de vos contributions. Mais cela ne va pas entamer votre carrière ou bien votre expertise en tant que négociateur senior sur les questions du climat? Je pense que les deux démarches ne sont pas mutuellement exclusives. Okay. Dans le sens où il y a moyen effectivement de continuer un engagement au niveau de la négociation sur le climat, avec toute la technicité, avec toute la diplomatie que cela exige. Et également de voir comment jouer un rôle un peu plus accru dans l'attelage politique du pays, parce que cela peut donner des leviers pour la mise en œuvre de décisions qui sont prises dans le cadre de la gouvernance internationale sur le climat. Okay, super. Alors, votre candidat est revenu à la tête de l'État, mais l'action l'année dernière, ou bien pendant les 5 dernières années, l'action climatique, certaines personnes pensent que c'était efficace, les autres pensent que ça ne l'était pas assez. Bon, comment vous voyez les 5 nouvelles années avec la diplomatie environnementale que le chef de l'État doit mettre en place? Bon, moi, je crois d'abord qu'il faut partir du contexte international. Hein. On est dans un contexte international extrêmement complexe. Il y a cette crise ukrainienne qui a un tout petit peu bouleversé les lignes, puisque même des États développés, des pays industrialisés qui avaient pris des engagements très ambitieux en termes de réduction de leur niveau de gaz à effet de serre, en termes de mobilisation de ressources pour l'action climatique, n'ont pas tenu la parole. Parce qu'il y a eu certains cycles budgétaires, il y a eu certains process en interne chez eux qui ont été mis à mal suite au bouleversement qu'a créé ce conflit ukrainien. Il y a par exemple des pays qui dépendaient énormément du gaz russe, qui aujourd'hui, malheureusement, suite aux mesures d'embargo qui ont été prises, n'ont plus accès au gaz russe, sont obligés d'avoir recours au charbon qu'ils ont chez eux. Et cela donc met à mal les engagements qu'ils ont pris au niveau du climat. Et la crise russo-ukrainienne a beaucoup d'autres impacts. Il y a également la crise que l'on connaît au Moyen-Orient, la crise israélo-palestinienne, qui crée certaines tensions, qui fait que une méfiance peut-être par rapport à certains engagements n'aient pas été respectés. Et cela a également une incidence sur la posture que certains pays en développement adoptent par rapport à certains pays développés en se disant que tout cela a tendance à miner la confiance qui devrait régner et à ne plus faire confiance à certains engagements qui ont été pris dans le cadre du climat qui dépendent de décisions politiques par rapport à des interlocuteurs politiques
qui, par exemple, ne respectent pas leur engagement face à une situation, à une proposition d'une solution à 2 États en Israël et tout ça. Il faut aussi comprendre que cette année est une année électorale sans précédent à travers la planète. Il y aura environ 75 cycles électoraux qui vont se tenir, notamment aux États-Unis à la fin de l'année. Et donc, dépendamment de quel type de gouvernement seront en place, cela aura également un impact sur l'action climatique globale. Parce que si, par exemple, beaucoup de gouvernements qui sont animés par des leaders climato-sceptiques, des leaders qui sont extrêmement souverainistes et ne pensent pas que leur pays devrait souscrire à des engagements au niveau international, et bien cela va miner l'action climatique globale. Donc c'est comme ça que ces questions politiques peuvent affecter les questions environnementales et climatiques. Maintenant, il faut reconnaître qu'au cours des 2-3 années qui suivent, une dynamique forte va être portée par 3 pays en développement, puisque nous venons de la conférence des parties, la 28e conférence des parties de Dubaï, qui s'est déroulée donc en novembre de l'année dernière. Et nous allons cette année vers une COP29 qui se déroulera à Bakou, en Azerbaïdjan, et l'année prochaine, une COP30 qui se déroulera à Belém, au Brésil. Et ces 3 pays ont décidé de travailler conjointement et d'établir une troïka de 3 présidences pour permettre un processus qui soit le plus cohérent, le plus efficace possible. Il ne faut pas oublier non plus que le Brésil, cette année, préside le G20. Et donc le Brésil peut, au niveau du G20, pousser pour des questions essentielles pour nous, les pays en développement, des questions telles que la mobilisation des ressources, le financement, ainsi que les questions de transition juste. Il est vrai que nous devons tous faire un peu plus en ce qui concerne l'action climatique, mais qu'est-ce que nous faisons des ressources pétrolières que nous avons? Qu'est-ce que nous faisons des ressources minières que nous avons? Est-ce qu'il faut simplement les garder sous terre pour ne pas polluer, ou nous avons également le droit d'utiliser certaines de ces ressources pour réduire notre pauvreté? Ça, c'est un débat éternel. Comme les pays développés ont, depuis l'industrialisation, la révolution industrielle, ont pu, eux, s'accaparer de la majeure partie de l'espace atmosphérique pour s'enrichir et être prospères aujourd'hui. Donc ces questions-là sont des questions qui vont être portées au plus haut niveau par cette troïka des 3 présidences, ainsi que par le Brésil, donc, qui aura un rôle extrêmement important. Donc tout ça fait que le contexte international aura énormément d'incidence sur ce que nous pouvons faire au niveau national. Au niveau national, encore une fois, je dois le souligner, nous avons un chef de l'État qui a fait montre d'un engagement sans pareil par rapport à cette question environnementale et climatique. On l'a vu dans bien des forats, on l'a vu dans ses adresses à la nation, que ce soit lors de l'État de la nation, que ce soit lors de conseils de ministres, que ce soit lors d'engagements au niveau international, comment est-ce qu'il a mis l'emphase sur la RDC et le rôle qu'elle peut jouer en tant que pays solution, et comment est-ce que l'action de la RDC au niveau environnemental doit rester robuste et ambitieuse. Nonobstant, notamment les questions liées à l'agression que nous connaissons à l'est du pays, puisque cette agression a une incidence négative majeure sur certains programmes, certains plans, certaines politiques qui ont été mises en œuvre à l'est. Nous savons par exemple que le parc de Virunga, qui est un espace de méga biodiversité, aujourd'hui est en train d'être détruit par des invasions de groupes armés multiples. Donc voilà un peu comment est-ce que ces questions de politique, somme toute, s'invitent dans les questions environnementales. Et donc au cours des 5 prochaines années, au cours du mandat qui s'est engagé pour le chef de l'État, je pense que, encore une fois, la RDC doit monter au créneau, réaffirmer sa position de pays solution et voir comment est-ce que les leviers dont elle dispose peuvent être actionnés en mettant en place un cadre, en mettant en place une gouvernance, en mettant en place des institutions qui sont à même d'attirer certains financements internationaux nécessaires, ainsi que de mettre en place
certains instruments de mobilisation de ressources en interne, à travers une fiscalité incitative, à travers un renforcement de la gouvernance environnementale qui soit imposée aux opérateurs économiques, notamment les opérateurs miniers, de telle sorte que nous ayons les moyens de véritablement protéger notre forêt, développer nos ressources en énergie renouvelable, ainsi que continuer à produire nos minerais stratégiques qui aujourd'hui sont demandés par tous les États qui s'engagent dans une transition écologique, tout en s'assurant que ces minerais stratégiques, ces minerais critiques, puissent créer plus de valeur ajoutée au niveau local. Parce qu'il ne faut pas simplement être le premier producteur mondial de cobalt, le deuxième producteur mondial de cuivre, se positionner sur le marché du lithium, être un grand producteur aujourd'hui du germanium. Il faut absolument que ces produits soient transformés localement pour créer plus de compétences, pour créer plus de ressources pour le pays et que la RDC puisse stratégiquement avoir des leviers plus forts pour s'imposer au niveau international. Parce que simplement extraire du minerai du sol et l'extraire, c'est très peu de valeur ajoutée. Mais à ce niveau-là, les voix s'élèvent aussi pour dénoncer le fait que la RDC n'a pas des minéraux qui lui appartiennent. C'est-à-dire tout a été déjà vendu, donc la RDC ne fait que tirer des dividendes de l'exploitation des autres parce que le pays lui-même n'a pas, ne dispose pas des minéraux qui lui appartiennent. Je pense que c'est une simplification. Ces minerais sont tirés d'un pays qui reste souverain. Le sous-sol reste dans la propriété de l'État et je pense que la Constitution le réaffirme. Simplement, il y a certaines joint ventures, il y a certains partenariats qui ont été scellés à une époque où la RDC peinait à attirer des investisseurs. Et malheureusement, ils n'ont pas été négociés de la manière la plus optimale qui soit. Il y a des partenariats où la RDC a 20%, des partenariats où la RDC a 15%, 10%. Et donc ça dépend un tout petit peu de quel type de négociation mener. Et moi, je pense que la RDC aujourd'hui, consciente de ces lacunes que nous avons connues dans la mise en place de certains de ces partenariats, est aujourd'hui en train de dénoncer certains d'entre eux, renégocier certains d'entre eux, de telle sorte que l'État puisse avoir une plus grande quote-part et que la RDC puisse véritablement bénéficier. Vous savez, lorsqu'un investisseur arrive en disant mettez à disposition cette concession, moi je vais vous mobiliser de l'argent, cela n'a aucun sens de concéder 80% du partenariat au monsieur qui va mobiliser de l'argent alors que vous avez la ressource. Ça devrait être l'inverse. L'État congolais devrait avoir 80% et l'investisseur peut-être 20%. Et ces investisseurs ensuite vont mobiliser de l'argent à un certain taux d'intérêt, reviennent vers nous en disant qu'il s'agit d'un autre taux d'intérêt, en nous faisant payer davantage en termes de service de cette dette. Et donc, moi, je suis content que... Mais la RDC n'a pas des experts pour justement contre-vérifier tout ça et arriver à lever des options? Je pense que la RDC a beaucoup d'expertise. La RDC a des sommités dans ce domaine. La RDC a des... Moi, je rencontre tous les jours, que ce soit au niveau de la GECAMINE, notre compagnie nationale des mines, que ce soit au niveau du cadastre minier, que ce soit au niveau de l'Agence nationale de la promotion des investissements, que ce soit au niveau du service géologique national. Moi, je rencontre des experts tous les jours, des gens qui sont des sommités dans leur art, dans leurs compétences. Mais encore une fois, il y a, une fois que les experts se réunissent, des options qui sont mises sur la table de nos politiques, qui eux, étant informés, doivent faire des arbitrages et prendre des décisions. Et peut-être que certaines décisions par rapport à certains impératifs politiques, notamment sous le régime passé, ont fait que ce ne soient pas les décisions les plus optimales qui aient été prises en termes d'intérêt pour le pays. Peut-être en termes d'intérêt pour certains individus, mais pas en termes d'intérêt pour le pays. Donc moi, je pense que la RDC, en tout cas, a d'énormes compétences. Il y a des professionnels et des experts que je rencontre
au quotidien dans différents milieux. Et je pense que si jamais les options retenues, levées, proposées par les experts étaient celles qui étaient privilégiées, je pense que certains accords auraient pu être scellés peut-être pour plus d'intérêt pour notre Super. pays. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la RDC Pays Solutions, c'est vrai. J'avais des questions à vous poser, mais je pense que vous n'êtes pas la bonne personne pour pouvoir l'évaluer. Mais est-ce que quand vous regardez l'action gouvernementale sur cet aspect de la RDC Pays Solutions, est-ce qu'on y est réellement? Je pense qu'on n'y est pas encore. Je pense que nous sommes dans la bonne direction. Ok. Je pense que lorsqu'on regarde par exemple notre forêt tropicale humide, luxuriante, il y a des initiatives, notamment des initiatives privées, telles que l'initiative ERA, le projet RED plus Maindombe porté par Wildlife Works, qui démontre qu'une action est en train d'être mise en place. Ce projet, initié, je pense, aux alentours de 2011-2012, aujourd'hui a réalisé 20 millions de tonnes de crédit carbone, mis sur le marché à un prix moyen de 7 $. C'est pas mal de ressources qui vont bien sûr vers l'investisseur, vont vers le gouvernement et surtout vers les communautés locales. Donc en termes de pays solutions qui apportent des solutions à la planète et qui sont bénéfiques à nos parties prenantes locales, à nos communautés locales, il y a quand même des choses qui sont en train d'être faites. Pas suffisamment parce que sur le plan général, la déforestation est en train de prendre de l'ampleur. Justement. Mais lorsqu'on regarde la mobilisation des partenaires au sein par exemple du programme CAFI, on voit qu'il y a une forte mobilisation, il y a des ressources et un grand capital politique qui sont mis en place pour aller dans le bon sens. Et comme je dis toujours, le plus long des voyages a commencé par un premier pas. Paris ou Kinshasa n'ont pas été construites en un jour. Et donc il faut se donner le temps. En termes des énergies renouvelables, il y a également des choses à faire. Je pense que le programme des Nations Unies pour le développement nous avait aidé à l'époque à développer un atlas des énergies renouvelables en RDC. Cet atlas-là est un outil extrêmement utile puisqu'il identifie différents sites où on peut faire des projets en énergie renouvelable. Au niveau du ministère de l'énergie également, il y a un plan ambitieux. En fait, il faut simplement rassurer les investisseurs, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux, pour que les financements viennent et que ce potentiel en énergie renouvelable puisse être développé et aider la RDC à effectivement jouer son rôle de pays solution. En termes de minerais stratégiques, nous en avons parlé tout à l'heure, il faut que la chaîne de valeur que l'on connaît sur ces minerais stratégiques fasse la part belle à la RDC et non pas seulement permettre aux pays vers lesquels ces minerais sont exportés de pouvoir tirer leur marron du feu. Exactement. Donc pays solution, nous allons y arriver. Nous avons, comme vous le savez, Alfred, 80 millions d'hectares de terres arables. En tenant compte des terres arables, on sait que des terres irrigables. Et si on peut effectivement canaliser des investissements porteurs vers l'agroécologie, vers la production agricole, nous pourrions non seulement assurer l'autosuffisance alimentaire des Congolais, mais également servir de grenier à blé de tout le continent. Donc, pour répondre de manière succincte à cette question assez complexe, Pays Solutions, c'est une espèce de boussole qui a été placée devant nous et vers laquelle nous avançons. Il faut simplement pouvoir accélérer les choses et créer une meilleure convergence, un meilleur alignement avec différents programmes de développement que nous avons, tels que le programme national stratégique de développement, voilà, de telle sorte que nous puissions chaque fois garder
à l'esprit cet objectif que nous avons en termes environnemental et climatique, et pouvoir également actionner certaines solutions, notamment financières, qui existent au niveau international et qui peuvent nous aider à accélérer l'agenda national qui, encore une fois, n'est pas de sauver la planète, mais de s'assurer que les Congolais ont un développement qui soit plus porteur sur le plan social, sur le plan économique et en termes de réduction de pauvreté. Mais en termes de réflexion, parce que RDC Pays Solutions, c'est quelque chose qui peut nous amener très loin si on est bien organisé, comme vous le dites. Mais ne pensez-vous pas qu'il est important peut-être de penser à une sorte de convergence, des synergies entre les différentes structures concernées par ces solutions que nous voulons apporter au monde? D'autant plus qu'on a l'impression que les efforts sont disparates. Hein. Donc le ministère X fait ce qu'il fait, l'autre fait ce qu'il fait, ouais. Mais on ne sait pas, comment dirais-je, comptabiliser ou quantifier ces efforts pour dire voilà, cette année nous avons fait ça, cette année nous avons... Je ne sais pas, est-ce qu'on peut réfléchir dans ce sens-là aussi? Je pense qu'effectivement, au niveau institutionnel, il faudrait peut-être établir une task force ou une espèce de comité interinstitutionnel, intergouvernemental, qui puisse être chargé du suivi de l'action climatique. Est-ce que l'ancrage devrait se faire au niveau de la primature, puisque c'est le gouvernement qui est chargé de la mise en œuvre? Est-ce que l'ancrage devrait se faire au niveau de la présidence pour dénoter du haut niveau d'appropriation? Je ne sais pas, c'est des choses certainement auxquelles il faut réfléchir, mais il est clair que lorsqu'on regarde l'Agence congolaise de transition écologique, lorsqu'on regarde l'Agence congolaise de l'environnement, lorsqu'on regarde le Fonds forestier national, on regarde le Fonds d'intervention pour l'environnement, on regarde d'autres types de structures qui parfois ont des mandats qui se chevauchent un tout petit peu, qui empiètent les uns sur les autres. Il faut créer plus de cohérence. Et donc là, c'est dans le cadre du ministère de l'Environnement, en sachant que l'action climatique est une action transversale qui doit impliquer également les autres ministères tels que l'énergie, tels que l'agriculture, l'aménagement du territoire, ainsi que d'autres ministères, les mines même, et que différents ministres ont parfois préséance sur le ministère de l'Environnement. Il n'est pas aisé pour le ministre de l'Environnement de pouvoir engager tout le monde dans la même direction. Et donc, la nécessité d'avoir un ancrage institutionnel plus élevé, où un donneur d'ordre puisse véritablement avoir l'autorité qu'il faut, effectivement, est peut-être une nécessité qui s'impose et qui permettra de mieux coordonner l'action climatique, de mieux l'évaluer et de mieux la recadrer. Alors, lors de 5 dernières années, bon, je peux dire 3 dernières années, on a constaté quand même que le Premier ministre, Sama Lukonde, n'a pas été très actif sur les questions de l'environnement. Ça, c'est mon point de vue personnel, hein, ça ne vous engage pas. N'a pas été très actif sur les questions environnementales. Est-ce que vous pensez que l'actuel Premier ministre devrait être plus active sur ces questions, d'autant plus qu'on voit quand même le chef de l'État qui s'y emploie, mais ce n'est pas suffisant, d'autant plus que le gouvernement est porté est une émanation du Parlement et qu'il y a une Première ministre qui est censée matérialiser par moment les idées du chef de l'État sur ces questions. Quelle est votre réflexion par rapport à ça? Oui, bon, à la décharge du Premier ministre Sama Lukonde, il faut aussi se rendre compte qu'il avait énormément de priorités qui portaient sur les questions sécuritaires. On voit ce qui se passe à l'est du pays, des questions économiques diverses. Et donc, c'est vrai que peut-être qu'on a pu ressentir ce qui pourrait paraître un manque d'engagement sur les questions environnementales, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Moi, je me rappelle que nous étions avec lui à la conférence des partis l'année dernière à Sharm el-Sheikh. Ouais. Il était là. Je me rappelle également que nous étions avec lui à Nairobi lors de la semaine africaine pour le climat, du sommet africain sur le climat. Donc
il a tout le monde, tout de même été présent. Il est quand même monté au front sur certains événements. Et moi, en échangeant avec lui, j'ai dénoté une certaine maîtrise, une bonne compréhension de ces sujets-là. Maintenant, comme il faut travailler sur la réforme de la fonction publique, sur les questions environnementales, sur les questions des infrastructures, sur les questions d'agriculture, sur les questions d'aménagement du territoire et sur diverses questions, les questions électorales qui venaient, peut-être que voilà, l'environnement n'a pas été suffisamment mis en exergue en ce qui le concerne. Donc voilà, ça c'était ce que je pouvais dire par rapport au bilan que vous avez fait de l'action du Premier ministre sortant. Maintenant, en ce qui concerne la Première ministre qui a été nommée, moi je pense qu'il faut qu'elle se rende compte du levier transformationnel que peut représenter ce secteur de l'environnement s'il est bien structuré. Je pense que Madame la Première ministre, au regard de son cursus, le ministère du Plan, d'où elle vient, qui est le ministère qui gère l'agenda 2030 avec les objectifs du développement durable, dont l'un des 17 est la question climatique, est une personne qui comprend très bien ces enjeux-là. Sans oublier qu'avant elle venait du programme des Nations Unies pour le développement, où la question environnementale représente une donne essentielle. Et donc je pense que, comprenant bien ces questions-là, elle est à même de pouvoir impulser une action qui puisse s'arc-bouter sur ce secteur de l'environnement. Et il faut également qu'elle comprenne que le secteur de l'environnement, en fait, lui permettra d'avoir 2 ministres des Affaires étrangères au sein du gouvernement, puisque aujourd'hui il y a le ministre des Affaires étrangères, bien entendu, mais la question environnementale permet à la RDC d'avoir un impact au niveau international, permet à la RDC d'avoir un rayonnement sur le plan international. Et aujourd'hui, un ministre, une ministre de l'Environnement est véritablement un ambassadeur, un deuxième ministre des Affaires étrangères de la RDC, compte tenu du nombre de forats qu'il y a au niveau international et comment est-ce que les partenaires divers, nationaux, internationaux, multilatéraux, régionaux, sont impliqués dans cette démarche. Et donc, à elle de voir comment un meilleur alignement pourra se faire avec certains programmes et certaines politiques qui existent au niveau national, avec l'agenda international, de telle sorte que la RDC puisse au mieux tirer profit des facilités qui existent au niveau international. Et j'espère en tout cas que dans son programme de gouvernement, elle pourra intégrer une section importante sur ces questions environnementales et climatiques et développement durable. Mais déjà, lorsque le ministre ou la ministre de l'Environnement peut, entre guillemets, être considéré comme le deuxième ministre des Affaires étrangères, c'est qu'on a vu quand même pendant les passages de Mme Bazaïba à la tête du pays, on a vu qu'elle a été de tous les forats, elle continue toujours à y être, mais on a l'impression que elle est devenue beaucoup plus ministre de l'extérieur que de l'intérieur, d'autant plus que certaines voix pensent que, par exemple, la ministre de l'Environnement n'a jamais visité les forêts, la RDC, pour savoir dans quel état ces forêts sont aujourd'hui, n'a jamais visité certains problèmes qui se posent dans les domaines de l'environnement, sur les terrains. Elle est beaucoup plus entre les deux avions. Ne pensez-vous pas que cela aussi réduit la chance de la RDC de pouvoir résoudre les problèmes qui lui sont propres à lui, avec ces communautés qui souffrent, que d'être toujours dans les forats? Bon, ça c'est juste... je sais peut-être c'est très embarrassant pour vous de faire cette analyse, mais c'est mon point de vue. De manière objective, Maman Bazaïba vient de la Chopo, c'est une province forestière. Moi je l'ai vu en tout cas sur la tour à flux à Yangambi. C'est dans la forêt. Elle a organisé d'ailleurs, je pense, une réunion des scientifiques lors de la pré-COP qui a été organisée en 2022 en RDC. Et je pense que non, elle est somme toute assez présente dans la forêt, même lorsqu'elle va pour ses campagnes électorales.
lorsqu'elle va voir sa base, je pense qu'elle est en contact avec les parties prenantes qui dépendent de la forêt. Maintenant, oui, il faut trouver une juste mesure entre la présence à l'international et la mise en œuvre au niveau national. Alors, si le ministre ne va pas à l'extérieur, on dira la RDC est aux abonnés absents, la politique de la chaise vise ne paye pas. Si le ministre est trop à l'extérieur, on dira ah oui, il n'a pas le temps de faire la mise en œuvre au niveau intérieur. Mais je suis d'accord que la responsabilité première est vis-à-vis des parties prenantes nationales. Il faut que les Quinois ainsi que les autres Congolais aient droit à un environnement sain et décent. Et aujourd'hui, la poubelle à ciel ouvert dans laquelle nous vivons, à Kinshasa, siège des institutions, est quelque chose qui écœure tout le monde. Alors, est-ce que ce sont des prérogatives nationales avec une impulsion devant venir de la ministre nationale? Est-ce que ce sont des prérogatives au niveau local avec les autorités urbaines? Il faut voir comment est-ce que les responsabilités sont partagées. Mais il est vrai que, au-delà du déploiement qui doit être fait tous azimuts au niveau international, il y a d'abord un devoir de redevabilité vis-à-vis des parties prenantes locales et s'assurer que l'environnement dans lequel nous vivons est sain. Là où il y a l'exploitation minière, il y a des impacts environnementaux et sociaux rigoureux qui sont faits, des politiques de gestion environnementale qui sont mises en œuvre de manière sérieuse et que nous avons un assainissement décent à Kinshasa, que les questions d'inondation sont mieux gérées, que les questions de stress hydrique soient bien gérées, parce que pour faire l'agriculture, on a besoin de suffisamment d'eau. Les questions de résilience, les questions d'érosion côtière, ainsi que toutes ces questions qui ont trait à l'environnement soient gérées de manière responsable. Surtout que notre forêt soit préservée et que tous les moteurs de la déforestation et de la dégradation forestière puissent être enrayés. Comment est-ce qu'on fait pour mieux gérer notre démographie? Je ne veux pas qu'on oblige les Congolais à ne plus faire d'enfants, mais peut-être qu'il faut une planification familiale qui soit faite de manière équilibrée pour qu'il y ait moins de pression sur la forêt. Il faut emmener des solutions aux gens qui ont des besoins énergétiques et qui mettent la pression sur cette forêt. L'agriculture itinérante sur brûlis, qui est le premier destructeur de nos forêts, il faut la sédentariser, il faut la rendre plus productive. Cela passe également par des meilleures routes d'accès, des routes de desserte agricole. Donc le problème est extrêmement complexe, mais c'est vrai qu'il doit se mener au niveau local. Il faut également qu'il y ait une grande légitimité à l'action environnementale. Nous rappelons que la loi sur l'environnement qui a été révisée, la loi de 2011 qui a été révisée, l'année dernière est une loi qui, l'année d'avant, a été âprement discutée au niveau de l'Assemblée. Et faute d'adoption au niveau de l'Assemblée, cette loi est passée par une décision gouvernementale. Il fallait le faire parce qu'il fallait parer au plus pressé. Mais cela, malheureusement, a entaché cette révision du degré le plus élevé de légitimité dont elle pouvait jouir. Donc, en effet, présence diplomatique sur tous les fronts au niveau international, nécessaire pour porter la voix de la RDC de manière bien audible, mais travail à faire au niveau local, au niveau national, parce que, somme toute, la responsabilité est vis-à-vis des parties prenantes nationales. Très bien. Alors, ambassadeur, nous sommes à la veille de la sortie du gouvernement souminois. Quels seraient, selon vous, les profils du futur ou de la future ministre de l'Environnement? C'est une question qui me paraît pas si pertinente que ça, Alfred, dans le sens où, pour moi, en fait, n'importe quel profil peut arriver à la tête de ce ministère, dès lors que la personne s'entoure de compétences qui sont avérées dans le secteur et que la personne écoute les orientations qu'elle reçoit. Souvent, malheureusement, à cause des arrangements politiques, il y a à la tête de divers ministères
des politiciens, pur sucre, qui parfois ont un profil de technocrate, parfois ne l'ont pas, qui ne connaissent pas le portefeuille qui leur est confié et qui ne prennent pas la peine d'écouter l'expertise qu'il y a autour d'eux. Et puis le casting dont on s'entoure est extrêmement important. Il ne faut pas, lorsqu'on a un ministère, faire venir tous les membres du parti, toutes les personnes venant de la contrée, du village, parce que voilà, c'est notre tour de nous servir. Non, c'est les gâteaux nationaux. il faut s'entourer des compétences les plus affûtées dans le secteur, et puis surtout ne pas se déconnecter de l'administration, parce que l'administration est le dépositaire de la mémoire institutionnelle. Et il y a beaucoup de compétences au sein de cette administration. Exactement. Et parfois, les cabinets politiques arrivent et ne tiennent pas compte des orientations reçues de l'administration. Ouais. Donc, je pense que le profil n'est pas si important que ça, dès lors que la personne s'entoure comme il se doit. Mais de manière idéale, il faudrait quand même que ce soit quelqu'un qui ait une bonne compréhension de ces enjeux-là, de telle sorte qu'elle puisse prendre la parole de manière spontanée lorsqu'il faut défendre les intérêts de la RDC au niveau international et non pas commencer à tâtonner ou à demander des petites notes qu'on va lui passer. Donc voilà ce que je peux dire sans Mais sinon, vouloir, quand vous parlez des connexions entre les cabinets politiques et l'administration, ça c'est un phénomène qu'on a vécu avec le gouvernement qui passe. On a constaté dans la majorité des ministères, l'administration était carrément mise de côté, plutôt, parce que c'était beaucoup plus, toutes les décisions étaient gérées au niveau des cabinets politiques. Comment on peut arriver à changer cette donne, d'autant plus qu'aujourd'hui la politique prend tout en haleine, d'autant plus que ce sont des arrangements politiques, comme vous l'avez dit vous-même. Est-ce qu'il y a une façon peut-être de faire mieux pour corriger cela? Bon, il faut me donner des exemples spécifiques, parce que moi je ne sais pas à quoi vous faites vraiment allusion. Mais tout ce que je peux dire, moi, Alfred, c'est qu'on ne peut pas faire du neuf avec le vieux. C'est-à-dire que si jamais on a vu la limite de ces décisions qui ont été prises, je n'ai jamais vu autant de dossiers qui ont été introduits au niveau du Conseil d'État. Parce que des décisions politiques étaient administrativement mal orientées. Et donc, je pense que cela doit servir de leçon, de telle sorte que lorsqu'un acte politique au niveau ministériel est posé, que celui-ci soit suffisamment mûri et qu'il tienne compte d'un contexte général qui soit plus circonstancié, et non pas de l'immédiateté, et non pas de la petite opportunité qui s'offre sans tenir compte de la nécessité d'une réflexion qui soit moins court-termiste. Et donc, je crois qu'il faut simplement que les gens fassent le bilan, voient quels sont les résultats, qui dans certains domaines sont un peu mitigés, et essayer d'éviter les mêmes erreurs et les mêmes égarements. Donc moi, je ne peux pas tout généraliser, mais je sais qu'au niveau de certains ministères, de bonnes choses ont été accomplies. Par exemple, moi je sais que lorsqu'on parle du ministère de la fonction publique, aujourd'hui je pense que les fonctionnaires ont même milité pour l'installation d'un buste à l'image du vice-premier ministre Liaou. Donc cela dénote certainement de l'efficacité qui a été démontrée dans son action. Donc regardons les autres ministères pour voir s'il y a d'autres bustes qui sont installés. Très bien. Alors, ambassadeur, dans 7 jours exactement, la RDC va abriter les assises de la 20e réunion du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, PFDC. Quels sont les enjeux de cette grande réunion qui se tiendra à Kinshasa, selon vous? Bon, je pense que les enjeux sont assez évidents. Cette forêt du bassin du Congo
quel est son état, d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle va. Je pense que la question des moyens de mise en œuvre sera essentielle. Quels sont les moyens qui ont été mobilisés? Quels sont les moyens à mobiliser? La question de la gouvernance. Est-ce que les plans de convergence ont été mis en place? Est-ce qu'il y a plus de clarté dans la manière dont cette forêt est gérée? Comment est-ce que les concessions sont octroyées? Les droits des parties prenantes? Le rôle des peuples autochtones? J'avoue, je n'ai pas encore vu l'ordre du jour, l'agenda de cette réunion, mais je pense que ce seront à peu près les mêmes enjeux, hein. Donc des enjeux financiers, des enjeux de gouvernance, ainsi que une mise en adéquation avec les besoins de développement, les besoins économiques et les besoins de préservation de cette forêt. Mais de plus en plus, les bassins du Congo attirent quand même des financements. Donc ce qui est évident, c'est vrai qu'il y a eu quand même un lobby qui a été mené pendant plusieurs années pour que les bassins du Congo attirent suffisamment de financements. On est passé peut-être de 2% qu'on avait évoqué l'autre fois vers 7-8%, ce qui justifie qu'il y a déjà un accroissement. Mais dans l'entretemps, on constate aussi que malgré ces financements, les forêts du bassin du Congo disparaissent chaque année. Pour ne prendre que les cas de la RDC, où on a presque un demi-million d'hectares qui disparaissent chaque année. Est-ce qu'on peut penser qu'à ce niveau-là, les problèmes des finances restent encore un vrai défi, ou c'est vraiment le problème de la gouvernance, même de la ressource? Je pense que les deux vont de pair, hein. Le financement, il peut augmenter. Mais si le financement augmente pour donner plus d'argent à des consultants internationaux qui ne sont pas sur le terrain, qui travaillent de leur bureau climatisé, de leur capitale respective, ou quand ils viennent ici, ils sont à Kinshasa, au lieu d'aller dans la mise en œuvre à travers des acteurs locaux, le financement peut augmenter, mais son efficacité sur le terrain n'augmentera pas. En termes de gouvernance, je pense que c'est également une des questions qui contribue à la hausse de la déforestation. La gouvernance doit être respectée. On ne peut pas donner de concessions forestières en contradiction avec la loi. On ne peut pas donner 1 million d'hectares à une entreprise, même si elle dissèque cet espace à travers différentes compagnies en changeant de nom, etc., etc. Mais on sait de qui il s'agit. On ne peut pas donner 1 million d'hectares à un concessionnaire. Et malheureusement, on nous dit que c'est des choses qui se font simplement parce qu'on arrive à contourner la loi. Et donc, il faut qu'on soit sérieux dans la mise en œuvre d'une gouvernance responsable sur nos ressources naturelles, sur nos ressources forestières. Sans cela, malheureusement, les choses ne se feront pas comme elles se doivent. Simplement parce que si on convient d'un partenariat, si on convient d'un programme, qui ensuite, dans sa mise en œuvre sur le terrain, on tombe sur des goulots d'étranglement parce que tel chef de projet n'a pas été sélectionné, n'a pas été recruté sur une base compétitive, mais parce que c'est quelqu'un que l'on connaît, c'est quelqu'un qui est de la famille, eh ben, une action bien planifiée, malheureusement, ne pourra jamais être mise en œuvre comme il se doit au niveau local. Mais quand vous dites, vous avez parlé de la violation de la loi, contournement de la loi, mais ça c'est devenu quand même une habitude en RDC où chaque ministre, quand il arrive, il trouve quels sont les raccourcis qui peuvent être là pour contourner facilement la loi. On l'a vécu notamment avec les ministres qui se sont succédés au ministère de l'Environnement. Chacun devrait violer les moratoires selon des raccourcis qui pouvaient se présenter. Aujourd'hui, c'est autour de concessions de conservation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce cycle infernal de contournement de la loi? Bon, pour moi, il faut que chaque décision qui soit prise sur des questions aussi sensibles que celle-là soit des décisions qui soient prises de manière consensuelle, avec autour de la table toutes les parties prenantes, de telle sorte que la démarche revête le degré de légitimité le plus élevé. Et ensuite, si jamais cette démarche inclusive n'est pas
mise en place. Il faut que la société civile puisse monter au créneau et faire son travail. La société civile dans notre pays a tendance parfois à se mettre à danser au rythme de la classe politique. Et malheureusement, ça mine un tout petit peu l'exigence de redevabilité auquel les politiques doivent souscrire. Et donc je pense qu'il faut que la société civile monte au créneau, qu'elle dénonce les empiètements à la loi qui sont faits. Et ensuite, là où la loi a été violée, il faut qu'un député national, il faut qu'un sénateur, il faut qu'un OPJ puisse monter au créneau et faire ce qui se doit. Donc collectivement, il faut que chacun joue sa partition et non pas qu'on ne dise rien en s'attendant à ce que l'autre fasse pour nous, ensuite qu'on se plaigne des résultats désastreux. Donc il y va de votre responsabilité, Alfred. Est-ce que vous êtes monté au créneau pour dénoncer ces choses-là? Vous l'avez fait suffisamment? Nous l'avons fait. Il ne suffit pas d'un tweet. Hein. On se limite, en tant que média, on se limite à informer. Voilà, les restes, c'est aux autorités de faire les Vous avez fait votre part. Très voilà. Bien. Bravo. Merci beaucoup. Alors, la RDP 20 à Kinshasa, est-ce qu'il y a des opportunités pour les pays, ces grands pays forestiers qui accueillent cette messe sur la foresterie? Est-ce qu'il y a-t-il vraiment des opportunités à saisir pour les pays? Si oui, lesquelles? Et comment on peut arriver à saisir ces opportunités? Il est clair qu'il y a des opportunités, puisque cette forêt est une forêt qui fait vivre des millions de Congolais. Et cette forêt n'est pas gérée de manière optimale, donc il y a des opportunités pour mieux le faire. Et comme je dis toujours, le rôle du tout État est révolu, parce que l'État ne peut pas tout faire. Il faut faire venir des entités non étatiques, telles que le secteur privé, telles que la société civile, les organisations non gouvernementales. Et il faut également faire venir des privés qui ont beaucoup d'argent. Par exemple, moi je pense que les compagnies minières qui sont dans ce pays, les compagnies pétrolières qui brassent énormément d'argent, font souvent le service minimum en termes d'engagement environnemental. Et ils pouvaient faire plus, si jamais on les incite à le faire. Parce qu'il ne faut pas y aller en les contraignant, mais simplement en leur présentant l'opportunité que ça offre, en termes d'image, en termes parfois d'impact financier, même à travers une génération de crédit carbone, et surtout en termes de bien-être, puisque lorsqu'on a une responsabilité sociétale qui est vertueuse, eh ben, soi-même, on peut faire un rapport annuel à ses investisseurs de manière plus légitime. Donc il y a, je pense, une carte à jouer, mais il faut que la démarche soit une démarche pensée, cohérente, où justement on voit quelles sont les synergies qui peuvent être développées entre différents secteurs au profit de la forêt. Le Gabon, il y a quelques années, a pris la décision difficile mais ambitieuse d'interdire l'exploitation des grumes. Cela a eu comme répercussion une baisse des exportations, une baisse du secteur forestier, mais cela a poussé à des investissements d'unités de transformation et ensuite cela a créé une hausse de l'activité du secteur. Et aujourd'hui on a toute une filière de transformation de bois au Gabon, fabrication de meubles, fabrication de contreplaqués. Et en définitive, ce qui avait provoqué une certaine contraction du secteur, aujourd'hui a créé un développement du secteur de manière substantielle. Donc il faut réfléchir, parce que si jamais on interdit l'exploitation des grumes, nous, est-ce qu'il y a les politiques nécessaires au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'industrialisation, au niveau des incitations fiscales pour accompagner cette décision qui serait prise au niveau du ministère de l'Environnement? Donc c'est comme ça que je dis qu'il faut que les gens se parlent, développent une vision convergente. Aussi avec un taux d'électricité qui est très faible. Donc le taux d'électricité pose problème. Ouais. Aujourd'hui, l'électricité, pour moi, avec la libéralisation qu'il y a eu du secteur,
avec l'autorité de régulation de l'électricité, l'électricité peut très facilement être un obstacle qu'on arrive à surmonter. Il y a par exemple des solutions en termes d'énergie photovoltaïque qui peuvent être développées de manière modulaire et de pouvoir augmenter la capacité. Non, mais les gros soucis, c'est au niveau de la parafiscalité, mais aussi de toutes ces charges-là qui pèsent sur ces entrepreneurs. Je suis tout à fait d'accord. Qui se disent, bon, ça ne sert à rien d'investir. Je suis tout à fait d'accord. Même ceux qui sont là sont essoufflés. Pour ne pas créer de polémique inutile, mais je sais par exemple que le projet des lampadaires, dont on a fait état ces jours-ci, est un projet qui initialement avait reçu une exonération et qui ensuite apparemment a été remise en question. Donc il faut qu'on puisse mettre les exonérations là où il faut pour inciter justement des investissements dans des secteurs qui sont prioritaires et qui peuvent nous aider, nous, en tant que Congolais, à bénéficier d'un mieux-être. À un moment où tu as été le porteur de la voix sur l'exploitation des hydrocarbures en RDC, est-ce que la position a changé ou bien elle est toujours maintenue? D'autant plus que plus d'une année après, on a l'impression que personne n'est venu acheter les blocs gaziers miniers et pétroliers. Oui. Donc moi, j'ai été impliqué dans le dossier de la préparation de l'appel d'offres pour les blocs pétroliers et gaziers. Et mon rôle était de pouvoir développer des éléments de langage permettant d'expliquer la position de la RDC. Ce que la RDC avait levé comme option, de pouvoir exploiter certaines de ses ressources extractives pour le bien-être de son développement, de sa population, en tenant compte de la nécessité de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale qui soient extrêmement élevées. Et donc mon rôle se cantonnait à cela. Pour les autres questions, il faut certainement s'adresser au ministère des hydrocarbures. Super. Alors, c'est la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux Congolais? Oui, je pense que les Congolais, avec ce nouveau mandat qu'ils ont accordé au chef de l'État, avec ce gouvernement qui va être mis en place, doivent s'impliquer, chacun, en ce qui le concerne, pour une plus grande action environnementale au niveau national. Je pense que chacun d'entre nous pouvons faire la différence. Nous sommes ici à la place des évolués. Je vois qu'il y a quelques bouteilles plastiques, quelques sachets. Si chacun d'entre nous présents ici se levait et commençait à ramasser, eh bien la place serait verdoyante. Et donc c'est juste une simple illustration, c'est peut-être une analogie facile, mais il faut que chacun puisse s'impliquer. Et puis il faut également qu'on puisse commencer cette éducation environnementale le plus tôt possible. Il faut qu'au ministère de l'enseignement, on puisse dans nos manuels scolaires vraiment inclure cette thématique parce qu'elle est tellement importante. Lorsque dans notre formation, dans notre formatage, nous acquérons les bons réflexes, c'est des choses que l'on peut garder pour toute la vie et c'est des choses que l'on peut partager autour de nous. Donc cette question environnementale nous concerne tous. Il faut s'impliquer, il faut s'informer, il faut s'éduquer et il faut être un moyen de pression sur les décideurs en ce qui concerne la question environnementale. Alors, Tossi Panou, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Je sais, comme je l'avais dit, vous êtes un habitué de ces plateaux invités du week-end. Donc, j'espère que ce n'est pas la dernière fois de vous recevoir. Bientôt, vous serez à Bonn pour les travaux préparatoires de la COP. Et je pense qu'à votre retour, on aura encore le temps d'échanger sur ce qui sera fait à Bonn. Alfred, c'est toujours un plaisir de répondre à ton invitation. Et merci pour les échanges toujours mutuellement enrichissants. Et puis, merci pour les questions difficiles. Merci beaucoup aussi, merci pour votre présence ici. Donc quant à moi, je vous dis aussi merci d'avoir suivi cette édition et je vous fixe rendez-vous le week-end prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.